Il reste 11 minutes, donc on va essayer de faire bref. Euh, je voudrais remercier Lilou Massé, Frédéric Lenoir, enfin quelques-uns que j'ai vus là, dans la journée. Tout arrive à point à celui qui sait attendre. Et c'est vrai que quand on n'est pas prêt, que ça arrive ou que ça arrive pas, ben on n'est pas prêt, c'est pas le bon moment. Quand c'est pas le bon moment, ben on peut mettre tous ses efforts. Si c'est pas ce qu'il faut, ça arrive pas. Mais alors, c'est vrai qu'en synchronicité, quand c'est le moment, eh bien, on a l'impression que tout ce qui arrive, hein, les aléas ou autres, enfin, tout est magique. Je voudrais revenir un peu pour ce que disait Frédéric Lenoir sur le bonheur. Je trouve que ma grande réjouissance dans cette construction, bien sûr avec une direction une volonté de grande satisfaction intérieure, parce que je pense que la satisfaction se naît de l'intérieur et pas à travers quelque chose qu'on a à l'extérieur ou une matière, mais plutôt que d'être, euh, se rendre compte de ce que l'on est, alors en ayant conscience aussi du chemin qu'on a eu. Ben, sa grande satisfaction, c'est une contemplation de ce qui peut nous arriver ou de comment on arrive à être à l'instant où on analyse. En conscience que ce qu'on a conscience au jour d'aujourd'hui, c'est pas ce que sera demain, et c'est surtout pas ce qu'était hier. Pour moi, la plus grande satisfaction du bonheur, on pourrait toujours aller voir le bonheur comme une réussite, quelque chose qui serait comme un peu trop compétitif, qui me dérange un peu, alors que si on redevient minimaliste, à un minimum, et de se dire, ben, le bonheur, c'est le rien, ou c'est rien du tout. Là où je veux en venir, c'est que on se rend compte que quand on se satisfait de rien, pas rien de spécial, eh bien, on arrive à se satisfaire de ça. Et alors, quand tout le monde pourrait croire que ça n'a aucun sens, ben si, ça a un grand sens. C'est parce que si on arrive à se satisfaire de rien de spécial, ça n'enlève pas les bonheurs supérieurs. Mais ça veut dire que surtout on arrive à accepter la négation de notre minima. Et une fois qu'on accepte la négation de notre minima, du coup, il n'y a que du positif, puisque on accepte même le négatif. Et c'est là où c'est intéressant, c'est euh, au lieu d'aller vers quelque chose qui est plus riche, aller quelque chose de moins pauvre, en conscience que c'est l'esprit la plus grande richesse de la terre. Mais pour se rendre compte de la richesse de sa terre, ce n'est pas vers quelque chose qu'on s'enrichit, mais quelque chose qu'on met moins de poids dans ses pauvretés. Ça veut dire que si on exerce ses qualités, il faudra toujours être compétitif de ses qualités. Or, si on arrive à accepter nos défauts ou nos tares, ou nos impuretés, puisque nous sommes la pure imperfection de Dieu, eh bien, si nous acceptons notre pire imperfection, est-ce que ça nous rend plus imparfait ou est-ce que ça nous rend plus près de la perfection? Sans même rester sur la relationnalité objective, je pourrais quand même certifier, faites-en l'expérience, que de se satisfaire de sa propre imperfection, ne serait-ce que parce qu'il n'y a que nous qui la portons, eh bien ça nous allège un point. Et de commencer à prendre conscience que ben, nos pires imperfections du moment ne seront pas celles de demain, et c'était surtout pas celles d'hier, du coup ça enlève rien à ce qui nous rend parfait, mais ça nous rend moins imparfait. Parce qu'on est plus lucide aussi de son imperfection, et surtout, on arrive à s'accepter. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez croire que le bonheur ou la richesse intérieure, c'est d'avoir des connaissances, ou d'avoir une maison, ou d'avoir dans l'extérieur, ou d'avoir dans la matière, ou d'avoir hum,
dans l'entourage, à un moment donné, vous serez toujours en quête extérieure. Or, si on arrive en quête intérieure à se rendre compte comment nos pires souffrances, comme nos pires traumatismes, comme nos pires tares peuvent être d'une grande réjouissance, et si c'est pas pour les réussites, c'est pour au moins satisfaire la vie, le respect de la vie, de ce qu'est la globalité de la vie, parce que on peut pas avoir que des réussites, mais au moins ça permet d'accepter ces échecs et comprendre comment nos échecs, c'est-à-dire nos pires traumatismes, peuvent être d'une grande richesse pour quelqu'un qui les a pas assumés, et lui donner les clés comment lui pourrait les assumer s'il les vivrait. Du coup, ça en devient quelque chose de magique. Je vois quand j'avais 16 ans que j'avais décodé l'ADN et que j'avais commencé une vingtaine de productions pour le futur, qui est maintenant passé. J'avais une satisfaction, ça me flattait l'ego, mais je disais à mon mentor, mais Doc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toutes ces réussites? Parce que je me sens imparfait. Et il me dit, comment tu peux te sentir imparfait alors que tu en arrives à presque une perfection? Et je disais non, parce que j'aurais beau me contenter de mon propre bonheur, de mes propres réussites, ou de mon propre ego, de mon propre parcours, je verrai toujours autour de moi des gens qui n'arrivent pas à le jouir. Et des gens qui arrivent à souffrir, et des gens qui arrivent à ne pas se satisfaire, des gens qui n'arrivent... Il me disait quand même, tu vas pas changer le monde, ou comment tu vas pouvoir changer le monde, je comprends pas trop ce que tu veux. Et je lui disais, mais imaginez que je vive le pire, et que je fasse le pire, mais que j'en trouve la solution. Est-ce que je pourrais donner au moins cette solution à tous et à toutes? Alors là, il est arrivé, je vais avoir 16-19 ans, après 2-3 ans d'études sur les constructions. Et il me disait, en gros, tu as tout réussi, tu veux tout lâcher, tout donner, tout offrir, pour ne plus rien avoir, juste par satisfaction de te reconstruire sur tous les échecs que peut porter la Terre et le monde. Et là, je lui disais, ouais, mais c'est pas pour moi, c'est pour le monde. C'est là qu'il m'a dit, bah écoutez, il a dit surtout à mes parents, écoutez, je sais pas si votre fils est un grand malade, mais à réagir et se poser des questions comme un grand malade, du coup, est-ce que ça fait de lui un grand malade? Et c'est vrai que on a tous par intensité divergentes, mais on a tous des consciences comme ça un peu farfelues, de vouloir être parmi les autres ou de vouloir donner aux autres pour être. Et même quand on est seul, on a envie ou d'être seul pour soi ou d'être seul par rapport aux autres. Enfin, est-ce qu'on peut être soi sans le regard d'autrui, ou est-ce qu'on a besoin du regard d'autrui pour comprendre ce qu'on nous sommes? On a tous été enfants, des fois même on est parents, mais est-ce que un père et une mère peuvent comprendre les enfants s'ils ne sont pas de leur sang? On a tous été un enfant. Étant enfant, même si on n'est pas du même sang, qu'on n'est pas frère et qu'on n'est pas sœur, on a tous des affinités, on arrive à une compréhension, une certaine lucidité, même si on la perd après. Et quelque part, une fois qu'on a eu des enfants, ben, même si c'est pas notre gamin, ben, on comprend bien avoir la bêtise qu'il fait ou la lucidité qu'il dit, et puis on arrive bien à discerner si oui, on aurait été comme ça, ou alors si quelque part ça nous dit quelque chose, par expérience de la vie. Et là, je voudrais dire que les plus grandes philosophies, les plus grands philosophes, c'était pas les plus grands cultivés, mais c'était ceux qui avaient une expérience de vie qui était plus proche, c'était l'expérience de leur vie, c'est-à-dire que vous aurez bien écrire l'opposé dans les livres, eux se sont certifiés toute une vie, et ils ont lâché le briquet, ça tombait, ils ont lâché le briquet, ça tombait, ils ont lâché le briquet, ça tombait. C'est comme lui certifier à une personne que s'il lâche le briquet, ça va pas tomber. Il va te faire, ouais, mais regarde, je lâche, et ça tombe. Donc, même si c'est irréel pour tous,
c'est quand même une réalité pour lui. Et là où c'est bien plus troublant, c'est que ce qui est réel pour quelqu'un devient la réalité pour autrui. Et la réalité pour autrui devient l'irréel de quelqu'un. On peut se perdre, mais c'est des fois en se perdant qu'on se retrouve. Et cette nécessité, pas absolue de vouloir se perdre juste pour se certifier qu'on a raison, ou de vouloir pour se certifier qu'on a raison accepter ses pertes, à un moment donné, on se dit qu'importe les pertes ou les réussites, mais pourvu que je sois. Et à un moment donné, si on accepte ces pertes, ben, on est obligé de réussir. Puisqu'on sait qu'on a perdu, on sait que c'est d'une perte qu'on s'est construit. Donc on sait que même si on s'est construit, même si c'est un acquis passager, parce que tous les acquis sont passagers, ben on sait que le jour où on l'a perdu, ça ne tiendra qu'à nous à le renaître. Et la renaissance de nos sens, c'est quand même fabuleux parce que si je me suis cassé un bras, quand je me casse un bras, ça m'arrive pas tous les jours. Mais quand je me casse un bras, je vais indirectement toujours voir quelqu'un avec qui il s'est cassé un bras. Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand ça ne nous est pas arrivé, mais enfin c'est quand on est confronté au problème qu'on se rend compte qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont été confrontées à ce même problème. On se fait une opération sur le bras, on va rencontrer quelqu'un qui a eu aussi une opération sur le bras, et peut-être des fois pire que nous ici et ça. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que si on arrive à se renaître d'un échec, et qu'on voit quelqu'un dans l'échec, ben, la solution nous illumine et on sait pertinemment que oui, il a échoué, ou il a des remords, ou il a des torts, mais c'est à l'instant où on pourrait le voir. Et que, comme on est déjà passé par là, on sait que c'est que la construction de quelques années pour arriver d'un état alpha à un état bêta et gamma, ou oméga. Donc, c'est pas important le temps, c'est pas important la direction. Ce qui est important, c'est le résultat, l'objectif final, la finalité des choses. Je vois bien des personnes qui commencent à adhérer à ce mouvement, à adhérer à ces nouvelles consciences, à adhérer à ces nouvelles philosophies. Et c'est vrai que bien souvent, peut-être que c'est dû à ma personne, je sais pas, pendant longtemps je me suis vu différent et je voulais être comme tout le monde, jusqu'à ce moment, plus j'ai essayé d'être comme tout le monde, plus je me rendais compte que j'étais différent. Et tout ça pour accepter toutes ces différences, peut-être de trop. Et, euh, et je me suis rendu compte souvent que c'était quand j'étais choqué ou que je choquais qu'il y avait meilleur résultat. C'est pas le meilleur, mais c'est le plus facile. C'est-à-dire que c'est en faisant des chocs d'image ou des chocs émotionnels ou des chocs que des fois ça nous semble plus évident pour discerner ce qui est bon ou juste. Et des fois, quand je suis choqué d'autrui, eh bien la raison se fait plus facile entre l'identification du même traumatisme chez moi ou alors cette différence complémentaire. Mais quelque part, comme toute personne, excusez l'éclaircité, comme toute personne, euh, même dans une similitude, on on est authentique et on a un besoin d'authentique. Ça veut dire que dans toute similitude, on se verrait la similarité qui aurait je sais même pas si ça se dit, mais qui aurait, euh, qui aurait le détail de différents. Et c'est ce qui nous pousse notre critique. Euh, J'aime pas le mot critique parce qu'on le voit à la connotation négative, mais ce qui nous pousse l'approfondissement de ce petit rien que l'on entend, que l'on comprend, mais qu'on n'exprime pas encore. Et dans cet élan et ce mouvement de mondialisation, là où je félicite tout le monde, c'est qu'on a tous quelque chose qui nous est propre. Déjà, on se rend compte qu'on peut tous s'exprimer,
Et puis, on a tous à dire. Et on a tous une chose en particularité qu'on a dépassée. Euh, je parle de ça parce que il y a bien des défauts, il y a bien des traumatismes que j'ai gardés longtemps et longtemps. Déjà la timidité et le regard que autrui pouvait voir en moi. Je commence à peine à l'accepter. Parce que pendant très longtemps, j'étais soucieux de comment on pouvait me voir ou autre. Et même dans l'ignorance de comment on pouvait me voir. Et à peine maintenant, je me dis que, quel qu'en soit ce qu'on me voit, je me dois d'être plutôt que d'être consciencieux ou pensif sur comment l'on me voit. Je dois plutôt être concentré à ce que je suis de moi et être fidèle à moi plutôt que être correspondre à l'autre. Ce que je veux dire, c'est que on arrive à un moment donné dans la construction où c'est pas que l'autre n'est plus important, mais c'est qu'on se dit que l'autre pourrait changer son comportement si nous étions épanouis. Ça veut dire que même si j'avais travail, j'avais situation, j'avais tout pour être heureux, et que j'étais pas heureux, ben, je serais pas satisfait. Et je remarque bien que j'ai vraiment pas grand chose, ou alors j'ai tout quitté, mais je me rapproche d'une satisfaction et d'un bonheur, mais structuré, pierre par pierre, parce que euh, c'est une réflexion profonde qui se dit bien sûr que j'ai tout perdu, mais est-ce que j'ai tout perdu ou que j'ai plus rien à perdre? Et dans le plus rien à perdre, c'est le plus enrichissant, parce que c'est quand on n'a plus rien à perdre qu'on se rend compte qu'on a tout à gagner. Merci.